Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Ici Audrey et cette semaine je suis avec Zu pour vous parler de la série Tchernobyl. Coucou Zu. Coucou. Comment ça va ? Eh ben ça va bien, je suis content de parler de cette série, même si c'est pas une série très joyeuse, mais c'est une série qui est vraiment très importante à voir. Exactement, je suis complètement d'accord. Avant qu'on parle un petit peu de la série, est-ce que tu peux me dire à peu près quand est-ce que tu l'as vue toi ? J'ai vu cette série au moment de la fin de Game of Thrones, donc justement en 2019. J'ai fait un enchaînement fin de Game of Thrones, Tchernobyl et Years and Years, dont j'avais déjà parlé avec Léo. Ah oui, parce que justement, je pense que ça a beaucoup aidé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient pris l'abonnement OCS, laissé gratuit pour la fin de Game of Thrones, pour pouvoir avoir le direct, quoi, le simulcast. C'est ça, et ils nous ont fait la fameuse technique de la potatoes. Essayez ce nouveau produit que vous ne connaissez peut-être pas. Et il restait juste après Game of Thrones. Essayez ce petit épisode de Tchernobyl que peut-être vous ne connaissez pas. Et tu vois que la série fait 5 épisodes, donc ce qui t'a repoussé pour un mois en rab. Ouais, mais c'était malin et franchement, je pense que ça valait le coup à l'époque. Oui, de sa sortie. Ça valait grave le coup. Du coup, moi, je l'ai vu beaucoup plus tard, puisque je l'ai vu il y a quelques mois seulement, et j'ai enchaîné en 2 jours les 5 épisodes, parce que j'étais telle une accro, impossible de m'arrêter. Et heureusement, je travaillais, donc j'ai pas enchaîné tout la même journée. Oui. Mais presque. Hein. D'un point de vue moral, c'est un peu dur tout la même journée. Oui, hein, oui. Déjà sur 2 jours, j'y repensais, mais on viendra là-dessus plus tard. Donc je vais quand même vous présenter un petit peu la série. Donc la série a été produite par HBO en 2019, donc comme on disait, qui a été diffusée juste après la fin de Game of Thrones. Ça a été créé par Greg Mazin, que l'on connaissait jusque-là pour les suites de Scary Movie, le 3 et le 4, ou Very Bad Trip 2 et 3. Apparemment, il aime bien les suites. Et il travaille actuellement sur l'adaptation en film du jeu Borderlands, et ça va faire plaisir à G7. Et il parle aussi, encore d'une suite, du 6e film de Pirates des Caraïbes. Et ça, à qui ça va bien faire plaisir? Bah ouais, c'est une bonne question. Ah bah oui, c'est bon. Parce que je me souviens même pas d'avoir vu le 5e film, voire le 4e film Pirates des Caraïbes, donc bon, on verra bien. On fera un autre épisode sur Pirates des Caraïbes, parce qu'il y a des choses à dire. Et on comparera à la qualité de Tchernobyl, voir si c'est du même ressort, mais j'en doute fortement. Donc la série, comme on vous le disait, elle a été mise en ligne sur OCS à l'époque, mais à partir de cette semaine, donc à partir du 27 mai exactement, elle va être disponible Cocorico pour les Français sur M6, et elle retrace les événements qui ont mené, comme son nom l'indique, à la catastrophe nucléaire de 1986, et toute l'investigation qui s'en est suivie. Et oui, quelle investigation, parce que... Ah bah, là vraiment, on va en parler un petit peu après, mais... C'est du grand boulot et je trouve ça vraiment, vraiment bien assemblé et bien amené, sans être une série vraiment retraçage historique qui pourrait être un peu chiant. Mais là, ils ont vraiment réussi à nous faire garder en pression pendant tous les 5 épisodes, qui pourtant sont des épisodes assez longs, puisqu'ils durent environ 1 heure par épisode, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et pour nous garder en pression, on a quand même quelques acteurs et actrices de qualité. Notamment dans le rôle principal, on a Jared Harris, qui donc joue Valérie Legasov, et qu'on connaît surtout pour un rôle qu'il a dans Mad Men. Et les 2 personnages ont un point commun, saurez-vous le retrouver? Attention, c'est de très mauvais goût. Nous retrouvons aussi Stellan Skarsgård, désolé, qu'on a pu voir par exemple dans les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe, dans le rôle du docteur Eric Selvig. Et il a été aussi annoncé au cast de la série de l'univers Star Wars Andor, qui sortira en 2022. Et puis bon, vous l'attendiez, le point Doctor Who. Dans la série, on a Sam Troughton, qui joue Alexander Akimov, le superviseur de l'équipe de nuit. Et donc Sam Troughton, c'est le petit-fils de Patrick Troughton, l'acteur qui jouait le 2e Docteur. Si vous ne le savez pas, Zu et moi, nous faisons aussi un podcast du label Podcut qui s'appelle Dr. What. Et je pense que nos compatriotes, s'ils nous écoutent, seront ravis d'entendre qu'on a réussi à la fois à faire un point Star Wars et un point Doctor Who en parlant de Tchernobyl. C'est vrai. On ne peut pas s'en empêcher. Alors toi, qu'est-ce que tu savais sur la catastrophe avant de voir la série ?
je me suis rendu compte que je n'en connaissais rien. Déjà parce que c'est arrivé bien avant que moi je sois une petite enfant ou que j'ai conscience de quoi que ce soit ou même que je sois née. Donc évidemment je ne savais rien. Et en plus je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'idées reçues etc. Mais que c'est jamais quelque chose que j'ai abordé en cours. Et c'est pas non plus quelque chose sur lequel je m'étais renseignée par moi-même. Pourtant, je suis assez curieuse de tout ce qui se passe, j'écoute pas mal de podcasts et tout ça, mais c'est vrai que la série a été un bon point d'entrée sur cette culture du nucléaire à la fois, et aussi de cette catastrophe en particulier. Toi, tu connaissais peut-être un petit peu plus de trucs, ou pareil que moi, c'était le néant? Alors, pareil que toi, alors, je sais pas si c'était le néant, mais on va dire que je m'arrêtais aux grandes lignes, c'est-à-dire ça a pété, le nuage s'est arrêté à la frontière, enfin le classique. Mais c'est vrai que avant la série, j'avais pas conscience à la fois de tout ce qui avait mené à la catastrophe et pourquoi ça avait vraiment changé la manière dont on travaille aujourd'hui. Même si on l'a vu, il y a eu d'autres catastrophes depuis et il y a encore des choses à améliorer. Et aussi, bizarrement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le nucléaire? Et ça, c'est un truc que la série, je trouve, réussit vraiment bien. C'est à vulgariser à la fois les effets de l'irradiation, donc là, à grande quantité, et en même temps, comment est-ce qu'une centrale nucléaire fonctionne. En fait, ce qui est génial dans cette série, si on peut vous la recommander et que vous ne l'avez pas encore vue, ou si vous voulez la faire découvrir à quelqu'un, c'est vraiment que on a à la fois le suivi des événements, donc tout ce qui s'est déroulé un petit peu avant, pendant et après la catastrophe de Tchernobyl. Et à la fin, dans un des derniers épisodes, donc c'est du spoil sans être du spoil, mais on a un événement qui fait qu'un scientifique nous explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé, comme à des néophytes, en utilisant du vocabulaire un petit peu complexe, etc., mais qui prend beaucoup de temps à expliquer, point par point, pourquoi ça s'est passé. Et pas juste qui a fait une erreur, mais quelles sont les personnes qui ont fait des erreurs, puisque ça s'est pas déroulé à cause d'une seule personne, évidemment. Et aussi tout le principe de la chimie, en fait, des molécules, etc. Tout ça, c'est vraiment très bien expliqué. Et même moi qui suis pourtant diplômée d'un bac économique et social et qui a arrêté la physique-chimie en seconde et qui déteste tout ce qui est science et patati et patata parce que j'y bite rien, tout bêtement, excusez-moi pour la vulgarité, mais je ne comprends rien. Et même moi j'ai accroché et j'ai adoré entendre ces explications-là. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est à la fois le point fort et le point faible de cette série, c'est que les 4 premiers épisodes sont une grande préparation pour le dernier où il y a exactement ce que tu décris, toute l'explication de ce qui s'est passé dans cette centrale. Là, ils ont choisi de retracer de manière linéaire ce qui s'est passé. Et ça aurait pu être très intéressant de placer justement ce qu'on dit là, en début de série, pour accrocher et comprendre ensuite ce qui s'est passé autour. Je pense qu'on peut très bien revisionner la série en commençant par le dernier épisode et ensuite en enchaînant 1, 2, 3, 4. Ah. Je pense que ça peut complètement se faire une fois que tu l'as déjà vu, parce que sinon ça te gâche un petit peu certaines choses, mais je pense que ça peut complètement se faire pour réanalyser, moi j'adore faire ça, mais réanalyser des détails qui t'ont peut-être manqué. Oui, alors ensuite c'est comme Star Wars, hein. Il y a plusieurs écoles de visionnage, mais je pense que cet ordre-là amène une tension. Oui. Parce que ça se passe dans l'URSS, il y a énormément de jeux de pouvoir qui sont pour le coup très très bien montrés, ou justement pas montrés. Et ouais, il y a ces différentes couches qui se superposent. Il y a la couche très locale avec, il y a des irradiations, les gens meurent. Il y a la couche très génie civil, comment est-ce qu'on fait avec ce bâtiment qui est en feu pour arrêter l'incendie, d'arrêter la catastrophe et l'irradiation, et toute la politique de comment est-ce que l'URSS essaye de faire du damage control vis-à-vis de cet événement qui a été détecté et surtout une fois que l'info, sans mauvais jeu de mots, a fuité. Oui. Bravo. Non mais je suis complètement d'accord. Et on n'a pas forcément encore trop parlé, mais les personnages... En fait, la série se concentre sur certains personnages, mais ça a un petit peu cet effet... un tout petit peu, parce que c'est vraiment pas une série chorale à proprement parler. Mais comme on s'attache à différents personnages qui vont voir différents personnages, et donc
comprendre différents points de vue de la situation, parce qu'il y a les personnes qui étaient au cœur de la centrale quand ça a explosé, les dirigeants, les scientifiques qui travaillent sur l'après, les scientifiques qui travaillaient sur la centrale avant, les pompiers qui viennent au secours, etc. On a toute une multitude quand même de personnages, et donc on arrive à avoir plusieurs points de vue de ce qui se passe en temps réel, quasi réel, en temps réel de la série, hein, évidemment. Oui. Et c'est très intéressant d'avoir justement tous ces points de vue-là, mais ça peut être un petit peu déstabilisant au début, parce que... alors, l'épisode 1, moi, j'ai accroché direct, parce que c'est le genre de série que j'aime, mais ça peut être un petit peu déstabilisant, parce que ça fait tout de suite beaucoup de choses à apprendre dès le premier épisode. C'est ça. Il faudrait presque, pour être dans de bonnes dispositions vis-à-vis de la série, se documenter avant, pour pouvoir ensuite voir le fil des événements se dérouler sous nos yeux. Exactement, ouais. Un peu comme Titanic. Oui. Encore que. Pour le coup, moi, je l'ai découvert comme ça et j'ai accroché. Mais je crois que je serais capable de faire un revisionnage, justement, pour pouvoir me remettre dedans. Parce que pour l'avoir vu il n'y a pas très longtemps, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai des tendances un peu à aimer avoir ce doudou de revoir quelque chose qui m'a plu la première fois. Oui, et puis comme tu le disais, c'est intéressant de regarder quelque chose, d'avoir le plaisir de la découverte, et après de pouvoir se replonger dedans et pouvoir te concentrer sur des détails sans être omnubilé par « oui, mais qu'est-ce qui va se passer après ?» Exactement. Et je pense que Tchernobyl est une série qui se prête bien à ce type de visionnage-là, notamment une fois que tu t'es documenté, que tu sais ce qui va se passer et que tu revois les détails, les décisions, les personnes qui font avancer, dans le bon ou le moins bon sens, la situation. Là, je pense qu'on a fait un petit tour de, justement, la série, ce qu'on savait, etc. Est-ce que tu as eu cette phase un petit peu obsessionnelle ou un petit peu curieuse de regarder des reportages, documentaires, films ou séries, ou même d'écouter des podcasts qui parlent de la catastrophe de Tchernobyl, de catastrophe nucléaire, de la Russie, ou n'importe quoi qui a un lien de près ou de loin avec cette série? Alors, je sens que toi, t'es dans cette phase-là. Complètement. Mais moi, malheureusement ou pas, comme j'ai enchaîné avec Years and Years, j'ai plutôt été dans une vague d'informations sur d'autres sujets d'actualité. Oui, donc ça t'a plu sur le coup, mais t'as pas forcément été chercher plus loin sur ces trucs-là. Non. Et c'est vrai que maintenant qu'on en parle, c'est bien qu'on fasse cet épisode parce que ça me donne envie de revoir la série et de me documenter, justement. Du coup, moi, oui, je suis tombée... Je suis tombée dedans, on va dire. Après avoir regardé la série Tchernobyl, j'ai déjà commencé par regarder des documentaires qui traitent de Fukushima, pour avoir justement ce côté deuxième idée. Ok, ça s'est passé il y a tant d'années en Union soviétique, etc. Et ça nous paraît hyper lointain. Mais du coup, moi, je me suis mise à regarder des documentaires sur la catastrophe de Fukushima, qui est aussi une catastrophe nucléaire, mais bien différente et pas du tout... pas du tout géré, on le voit de la même manière, de par le pays qui est complètement différent dans lequel ça se passe, le contexte économique, le contexte social, etc. Donc j'ai regardé 2-3 documentaires comme ça, en streaming sur Internet, sur le site d'Arte par exemple, ou ce genre de choses. Ensuite, je me suis dit, bon, alors la catastrophe nucléaire, check. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Et je me suis mise à regarder une série de 3 épisodes de documentaires qui s'appelle Poutine Forever. qui est sorti en 2020, qui a été réalisé par Nick Green et qui est une série de 3 reportages sur Vladimir Poutine et son accession au pouvoir. Donc plus rien à voir vraiment avec Tchernobyl, mais beaucoup à voir avec la Russie d'aujourd'hui. Oui, c'était un peu dérivé là. Oui, mais c'est parce que justement je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout, à part tout le contexte guerre froide, etc., je connaissais pas du tout la Russie contemporaine ou ce qui pouvait s'y passer, à part les 2-3 scandales ou drames ou choses comme ça qu'on entend parler par moment à la radio ou quoi, mais j'avais des vraies lacunes là-dessus, donc j'ai dévié un petit peu là-dessus. Et puis après, je suis revenue à mes amours, et donc j'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs qui ont eu la chance d'aller visiter, faire de l'exploration de l'urbex dans les zones maintenant ouvertes sous restriction, etc., de Tchernobyl, pour voir, entre guillemets, en vrai,
comment c'était Tchernobyl aujourd'hui en 2020-2021. Bon, même si je pense que c'était plutôt 2018-2019, vu que là on a eu du mal à pouvoir bouger en ce moment, mais du coup j'ai adoré binge-watcher un tas de vidéos là-dessus, c'était terrible. Bon, on essaiera de mettre en description du podcast les vidéos que tu as pu voir. Oui, pour continuer de vous plonger dans cet univers. Ah ouais, c'est un univers qui est vraiment très particulier et... À part donc toutes ces découvertes, est-ce qu'il y a des points qui t'ont marqué, des choses qui t'ont fait particulièrement aimer la série donc ? Je vais essayer de synthétiser, mais d'une part, pour une série, et même si aujourd'hui on voit de plus en plus de séries vraiment très bien travaillées, on peut regarder vraiment ça comme un très très long film, si on a envie, ou surtout se rendre compte que les séries rivalisent vraiment avec les films sur le point de la qualité de narration et la qualité surtout d'image, de colorimétrie, etc. C'est vraiment... Tchernobyl ne peut pas être comparé à une autre série de ce style parce que elle a cette couleur gris et sale de poussière, de radioactivité, qui est vraiment impressionnante du début à la fin. On se sent vraiment plongé dans le décor et plongé dans l'époque, ce qui a été quand même très fort, je pense, parce que tout ce qui est univers, costume, travail de la luminosité, comme je le disais, travail de ces particules que tu vois partout, travail de maquillage pour les... Parce que vous vous en doutez, c'est pas vraiment du spoil, puisque de toute façon, on sait comment ça a terminé, mais il y a malheureusement des personnes qui ont été brûlées, ce genre de choses. Ce sont des choses qu'il faut faire attention si vous êtes sensible, parce que ce sont des choses qu'on voit dans les épisodes. Et je pense que le travail des maquilleurs et maquilleuses qui ont bossé sur cette série est incroyable, de réalisme en fait, et de... tu n'as pas l'impression de voir un mec qui a du maquillage, tu as l'impression d'avoir une personne brûlée. Et c'est vraiment impressionnant. Et j'ai beaucoup aimé avoir des rebondissements, on va dire, même si évidemment c'est scénarisé, mais on sait que ça existait vraiment. Et tu te prends vraiment au jeu de regarder. Faut juste avoir ce côté un petit peu à ne pas forcément regarder ou proposer à des personnes qui sont plus sensibles ou qui peuvent se sentir un peu oppressées, parce que elle est tellement bien réalisée que ça peut devenir badant et très oppressant de la regarder, je trouve. Oui, je te rejoins totalement sur la qualité de l'image. Pendant que tu disais ça, dans mon cerveau, ça a fait un parallèle un peu bête, probablement, mais avec la dernière version de la Justice League, le Snyder Cut. Je trouve que Tchernobyl réussit son image, sa colorimétrie et ses teints presque noir et blanc, beaucoup plus que Snyder Cut. C'est peut-être la centrale nucléaire dans Justice League qui me fait faire le lien entre les deux. Mais... Je peux pas t'aider là-dessus, je n'ai pas vu la Snyder Cut. Quoi ? Tu n'as pas 5 heures à consacrer à... Bref. Clairement, non. Ces 5 heures sont beaucoup mieux consacrées à Tchernobyl qu'à Justice League. Bon, ça va alors. Ouais, c'est une série qui est très très bien jouée. C'est vraiment une série qui plonge dans cette ambiance pendant ces 5 épisodes. Et c'est peut-être aussi pour ça que je ne me suis pas documenté après, parce qu'après avoir passé 5 épisodes dans cette ambiance qui est très très oppressante, j'avais peut-être envie d'en sortir. Oui. Néanmoins, personnellement, je recommande fortement de regarder cette série, que ce soit donc en replay sur le site d'M6, sur OCS ou là où elle est disponible, ou en direct un épisode par semaine quand ça va être diffusé. D'ailleurs, je sais pas s'ils diffusent un par semaine ou 2 par semaine, mais voilà, au fur et à mesure. Et j'espère que M6 accompagnera sa diffusion justement d'informations supplémentaires sur la catastrophe, peut-être de documentaires. Mais ça, malheureusement, je ne me suis pas documenté avant, donc je ne sais pas. Et parlez-en un petit peu autour de vous, mais genre, la série a quand même été nominée aux Golden Globes 2020, et je pense que autour de vous, vous avez forcément 1 ou 2 personnes qui l'ont déjà vue, ou qui seraient très intéressées pour la voir. Et pour celles et ceux qui l'ont vue, vous devriez poser la question de savoir ce qu'ils en ont pensé. Donc j'en déduis que toi aussi, tu recommandes de regarder cette série. Exactement, ouais, je la recommande à tout le monde, sauf les personnes qui sont vraiment très sensibles, soit au sujet, soit aux images qui peuvent être un peu perturbantes, et forcément peut-être aux plus jeunes aussi. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui aime ou pas l'histoire contemporaine, mais qui au moins a envie un petit peu de se renseigner, d'avoir une série qui a une très bonne atmosphère et toutes les qualités qu'on a déjà dit tout à l'heure, moi je la recommande à 100%. Ça vaut le coup, et surtout que là, vous allez avoir l'occasion de la regarder à la télé tranquillou bilou, sans avoir à rien faire. Je vous la recommande vraiment à fond. Merci en tout cas d'avoir proposé cet épisode. Merci à toi d'avoir bien voulu participer avec moi, qu'on fasse ça tous les deux, ça m'a fait plaisir. Après tout, on est compères de podcast
depuis un bout, donc j'espère que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous avez bien aimé nous entendre papoter un petit peu d'un sujet pourtant grave, mais d'une série qui est vraiment très intéressante. Comme on l'a dit, on est compères de podcasts, on fait d'autres podcasts ensemble au sein du label Podcut. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce merveilleux label ? Et oui, si vous êtes déjà habitué de nous écouter ou si c'est la première fois, je vais quand même vous faire un petit topo. En fait, Watchlist, c'est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis matins dans vos applis de podcast, en parler autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-nous-le sur les réseaux sociaux, taguez-nous, n'hésitez pas, vous pouvez même mettre des commentaires. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs de podcasts, style Apple Podcast ou toutes vos applis. Ou si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez participer au Patreon sur patreon.com/podcut, nous donner des pépettes ou juste essayer de faire ce que vous pouvez pour nous soutenir. Même un like, ça nous soutient. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. Bisous, Plein de bisous. bisous. À bientôt.